Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Vous connaissez sûrement le mythe d'Œdipe, un grec à qui un oracle prédit qu'il tuera son père et épousera sa mère. Suite à cet avertissement, Œdipe fait tout ce qu'il peut pour que ça n'arrive pas, notamment en s'éloignant de ce qu'il croit être ses parents. Sauf que pas de bol, pendant sa fuite sans le savoir, il rencontre son vrai père qu'il dessoude et sa vraie mère qu'il dézingue. Et c'est précisément en essayant d'échapper à son destin que le pauvre Œdipe l'accomplit. Je suis l'architecte de ma propre destruction. Ce schéma narratif, on le retrouve dans plein d'autres œuvres de fiction, comme Minority Report, Dragon Ball Z, les Avengers, la prélogie Star Wars, Destination Finale, et il est révélateur d'une certaine angoisse. Et si nous étions impuissants face à un avenir écrit d'avance auquel on ne pourrait pas échapper? I wouldn't want to live my life knowing that my future was written. My boundaries had been already set. Alors on va sérieusement envisager cette possibilité et ce qu'elle implique. Et waouh, elle en implique des trucs. C'est simple, ce sujet a tellement de ramifications dans tous les sens que j'ai dû changer le plan de cet épisode une bonne douzaine de fois en l'écrivant. Ce qui explique que je sois un tout petit peu à la bourre. Voilà, donc juste pour vous prévenir, cet épisode sera un poil plus ardu que d'habitude. Du coup, dans le doute, accrochez-vous à vos slips, gardez du Doliprane et du Red Bull à portée de main et tenez-vous prêts, on est parti! Précédemment dans Théorie du bonheur. Quelles que soient les circonstances qu'on rencontre dans la vie, autrement dit quelle que soit notre fortune, elles résultent en partie du hasard et en partie de notre action, dans des proportions variables selon les cas. Imaginons que mon destin soit de mourir demain à 8h du matin, écrasé par une voiture. Et que quand bien même une voyante serait vraiment capable de me prévenir, je pourrais pas empêcher que ça arrive. Genre si j'évite de traverser la route, une voiture s'arrangera quand même pour venir m'écraser sur le trottoir après une embardée, ou encore si je reste au lit, une voiture s'arrangera quand même pour venir m'écraser dans ma piole dans un genre d'accident bizarre. Yes! Oh god, there it is. I've got it. There it is. Oh shit. Sérieux, buté par une Citroën, vous pouviez pas me balancer un truc stylé à la place? On serait alors dans ce que je vais appeler le modèle interventionniste libre, où bien que nous soyons libres de nos actions, il existerait une force supérieure, que vous appelez comme vous voulez, Dieu, le karma, le Christ cosmique, le grand monstre en spaghetti volant, pour l'instant on s'en fout, c'est pas le sujet. Cette force supérieure aurait une intention bien précise pour le futur, et pour la réaliser, elle trafiquerait discrètement le hasard. Si bien que, quelle que soit notre action, en fait, celle-ci se verrait compensée, et n'aurait donc pas vraiment d'effet. Dans un tel modèle... Tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire? Tu sers à rien. Si une force supérieure trafiquait le hasard pour nous imposer un futur écrit d'avance, alors notre action n'aurait aucune importance, et dans ce cas, à quoi bon agir pour améliorer notre fortune? Bah oui, parce que si on n'est pas destiné à être fortuné, on le sera pas même si on s'acharne, et si on est destiné à l'être, on le sera même si on fait rien. Pire encore, à quoi bon rechercher le bonheur? Si on n'est pas destiné à être heureux, on le sera pas même si on s'acharne, et si on est destiné à l'être, on le sera même si on fait rien. Et du coup, ma chaîne YouTube étant dédiée à la recherche du bonheur, pourquoi est-ce que je suis pas déjà en train de la fermer? Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Et bah déjà parce qu'on n'a aucune preuve qu'une hypothétique force supérieure interviendrait sur le hasard, mais ça j'y reviendrai plus tard. Et aussi parce que quand bien même elle interviendrait, on pourrait toujours imaginer qu'elle le fasse sur certains points, mais pas sur d'autres. Elle pourrait par exemple décider que je meurs demain à 8h du mat, mais n'en avoir rien à carrer de savoir si d'ici là je suis riche ou fauché, en couple ou célibataire, malheureux ou heureux, etc. Auquel cas sur ces points-là, mon action resterait déterminante. Le futur ne serait donc pas vraiment écrit d'avance, sauf pour certains événements décidés par cette force supérieure, qui seraient donc inévitables, un peu comme dans Doctor Who. This is where I die. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle un peu de ce que c'est vraiment que le hasard. Voici un dé. Lorsque je le lance, j'obtiens un nombre entre 1 et 6. Ce dé n'est pas truqué, voilà, je vous le dis, donc on peut affirmer que j'obtiens ce nombre au hasard. Mais est-ce vraiment le cas? Parce qu'en réalité, si on y réfléchit bien, ce nombre que j'obtiens, il sort pas de nulle part. Je l'obtiens parce que le dé a dans ma main une position bien précise, que je le lance d'une manière bien précise, qu'il rebondit sur la table d'une manière bien précise, et tous ces facteurs causent la position dans laquelle le dé s'arrête. Autrement dit, le nombre que j'obtiens, il n'est pas vraiment dû au hasard.
Mais comme je secoue le dé dans ma main sans regarder et que je lance assez fort, alors personnellement je suis incapable de prédire le nombre que j'obtiens, et donc de mon point de vue ça paraît aléatoire. De la même manière, si je demande à mon ordinateur de me sortir un nombre au hasard, il va pas en inventer un par magie, parce qu'il sait pas faire ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher dans son système une variable telle que moi, je peux pas en prédire la valeur, mais l'ordinateur, lui, a toujours une très bonne raison de me balancer ce nombre-là, et aucun autre. Et en fait, c'est ça que je veux que vous reteniez. Quand on dit qu'un truc arrive par hasard, ça veut pas dire que ce truc sort de nulle part. Tout ce qui arrive est toujours le résultat d'une cause logique. Ça veut juste dire qu'on ne connaît pas assez bien cette cause logique, ou qu'elle est trop complexe, et que du coup on ne sait pas prédire ce qui arrive. Et donc ça nous paraît arriver de manière aléatoire, mais c'est que notre perception. En réalité, le hasard n'existe que de notre point de vue. Si de temps en temps, une force supérieure intervenait sur le hasard pour forcer certains événements, comment pourrait-on faire la différence avec les fois où elle n'intervient pas? Eh bien, c'est bien ça le problème, c'est qu'on pourrait pas. Alors il y a bien des gens qui affirment que tel ou tel événement est si improbable qu'il est forcément dû à une intervention divine. Mais en réalité, qu'un truc soit improbable ne permet pas d'exclure que ce truc soit accidentel. Si je prends 10 dés comme celui-ci et que je les lance, il est très improbable que les 10 fassent 6 en même temps. Mais si je répète l'opération un nombre infini de fois, statistiquement il viendra forcément un moment où ça arrivera, et il n'y a pas besoin d'intervention divine pour ça. De même, la présence de vie sur Terre, qui est souvent citée en exemple, a beau être très improbable, sachant qu'on a de bonnes raisons de penser que l'univers puisse être infini, il faut pas s'étonner que même des trucs très improbables finissent par s'y produire en certains endroits. Je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. Et c'est pareil, les jours où on a l'impression que le sort s'acharne contre nous. Genre on a une panne de réveil, on se tape le doigt de pied contre la table de nuit, il pleut, il y a des bouchons. Quand bien même cette impression ne serait pas juste due au fait qu'on est de mauvaise humeur et que donc on focalise que sur le négatif, bah oui, il y a des jours où on a moins de chance que d'autres et ça a rien d'exceptionnel. En tout cas, ça prouve pas l'intervention d'une force supérieure, pour ça ou pour quoi que ce soit d'autre. Et toi, mon gars, qu'est-ce que t'en dis? Moi, vous savez, j'ai aucune opinion. Arrête tes conneries, t'en as forcément une. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté... Oh, le con, Vincent, mais t'es malade! Merde, quelle chérie! Oh putain, le con, j'ai buté Marvin! Mais pourquoi t'as fait ça, putain? Mais je sais pas, c'est un accident! Toujours en admettant qu'une force supérieure interviendrait sur le hasard pour forcer certains événements, pourrait-on partir de ce qu'on sait de ses intentions pour essayer de deviner les fois où elle intervient et les fois où elle intervient pas? Eh non, ça non plus, ça marche pas. Même les religions, qui pourtant se payent le luxe d'affirmer sans preuve l'existence d'une force supérieure dont elles disent connaître les intentions, s'avouent incapables d'expliquer la logique derrière ces interventions. Vous connaissez l'expression, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et c'est d'ailleurs bien pratique, ça permet de pas avoir à expliquer pourquoi un dieu supposé nous aimer permet que toutes sortes d'atrocités arrivent aux êtres humains. Et puis ça va, j'ai le droit de me planter, je suis juste Dieu, hein. Et puis je vous emmerde, de toute façon, voilà. Donc si même les religions considèrent que les interventions divines sont vouées à rester inexplicables, alors, quand bien même elles auraient vraiment lieu, il nous serait impossible de savoir quand, et encore plus de les prédire. Et là, j'en reviens à ce qu'on a dit à propos du hasard. J'ai expliqué que le hasard désigne non pas des événements qui sortent de nulle part, mais des événements ayant des causes telles qu'on ne peut pas les prédire. Du coup, les interventions divines, si elles existent, elles correspondent à cette description. Donc par définition, elles font elles-mêmes partie du hasard, et n'en sont finalement qu'un facteur parmi d'autres. Aussi, qu'un hasard est une cause intentionnelle ou qu'il est une cause accidentelle, pour nous ça change strictement rien, le hasard reste le hasard. On peut donc déjà affirmer à ce stade que, même s'il y avait réellement des interventions divines, pour nous ça change rien, on devrait continuer à agir en partant du principe que nos actions sont déterminantes. Puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance si nos actions seront annulées ou non par le hasard, que celui-ci soit accidentel ou même intentionnel. Il y a deux possibilités. Soit une force supérieure intervient sur le hasard pour forcer le destin, soit elle n'intervient pas parce qu'elle ne le veut pas, ou plus simplement parce qu'elle n'existe pas. Étant donné que nous, dans la vie, normalement on constate pas d'intervention divine, on est naturellement porté à juger probable qu'il n'y en ait pas. Mais on peut pas tout à fait exclure la possibilité qu'en fait une force supérieure interviendrait bel et bien sur le hasard, sauf qu'elle serait très timide, et que du coup elle le ferait si discrètement qu'on puisse pas s'en apercevoir. Ce truc-là est ce qu'on appelle une hypothèse irréfutable, c'est-à-dire qu'elle peut bien nous paraître aussi tirée par les cheveux qu'on veut, pour autant, on ne pourra jamais prouver qu'elle est fausse. Mais ça, j'en avais déjà parlé à l'épisode 14, c'est pas parce qu'on peut pas prouver qu'un truc est faux, que ce truc est forcément vrai. Vous pouvez pas prouver à 100% que je suis pas un extraterrestre. Pour autant, vous serez d'accord qu'il y a de grandes chances que ce soit faux. Alors, à contrario, qu'est-ce qui prouverait vraiment l'existence d'interventions divines ?
Bah, d'une, il faudrait qu'une force supérieure se manifeste pour nous prévenir à l'avance de ses prochaines interventions. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un apparaît pour nous dire qu'il est responsable d'un truc qui a déjà eu lieu, merci, mais ça, même moi je peux faire, et ça prouve pas que je suis une force supérieure. Bon, et évidemment, quand je dis qu'elle doit se manifester, c'est nettement, hein, on veut pas juste les témoignages isolés de clampins qui ont plus la lumière à tous les étages. Un dragon, c'est vrai, j'ai vu un dragon. Ni de groupes d'illuminés qui racontent nimp juste pour se donner de l'importance. Nous, ce qu'on veut, c'est du vérifiable. Ensuite, de deux, il faut qu'on s'assure que ce qu'annonce cette force supérieure ait bien besoin de son intervention pour se produire. Pareil, hein, si c'est pour nous dire que le soleil se lèvera demain, merci mais ça nous fait une belle jambe. De 3, il faut que ce qu'elle annonce se produise. Et de 4, il faut pas qu'on puisse croire que ce soit un coup de bol, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'elle répète ce genre d'intervention un très grand nombre de fois pour qu'on en soit statistiquement sûr. Or, à ce jour, n'en déplaise à tous les cultes religieux, ces conditions ne se sont jamais vérifiées, et donc non, on n'a pas de preuves valables d'intervention divine. Des preuves bidons, oui, ça on en a plein, mais des valables, non. Pourquoi tant de gens veulent-ils croire en l'intervention de forces supérieures sur le cours de leur vie, en l'absence de preuves valables ? Notamment parce que c'est confortable. Si on se lance dans un projet et qu'on se plante, ça nous laisse tout le loisir de nous convaincre que, de toute façon, on pouvait pas réussir. On évite ainsi de se donner une mauvaise image de nous-mêmes, ou encore de se dire qu'on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Il y en a déjà tellement qui, à chaque fois qu'un truc va pas comme ils voudraient, préfèrent accuser la société, les Illuminati, la malchance. Toujours pas de chat, jamais de chat. Malédiction, toute ma vie. Alors effectivement, pourquoi pas une force supérieure invisible tant qu'on y est. Et au final, c'est ça le truc, c'est qu'on a plus de raisons de penser que cette croyance n'est qu'un fantasme, auquel on adhère par biais de préférence, pour nous rassurer vis-à-vis de nos échecs, ou encore juste pour nous dire que tout va bien, il y a bien un pilote dans l'avion, qu'on a de raisons de penser que les interventions divines aient réellement lieu. Mais j'ai déjà expliqué le problème quand on passe son temps à rejeter la faute sur les autres, c'est qu'on se remet jamais en question. On reconnaît pas nos erreurs, donc on n'apprend pas d'elles, donc on progresse pas, donc on continue d'échouer, ce qui nous conforte encore plus dans l'idée qu'une force supérieure nous empêche de réussir, là où, selon toute vraisemblance, on devrait plutôt s'en prendre à notre propre complaisance. Voilà notamment pourquoi il vaut mieux partir du principe que nos actions ne sont pas annulées par une force supérieure invisible, mais qu'au contraire elles sont déterminantes, et qu'à ce titre il faut nous efforcer de les mener à bien. Parce que c'est peut-être la seule chance qu'on ait d'accomplir un jour quoi que ce soit d'important dans nos vies. Pour l'exercice, on va maintenant imaginer que pour que son intention se réalise, une force supérieure interviendrait non seulement sur le hasard, mais qu'en plus elle interviendrait sur nos actions. C'est ce que je vais appeler cette fois le modèle interventionniste non libre. Concrètement, ça voudrait dire qu'elle nous contrôlerait, partiellement ou en totalité, un peu comme nous quand on jouait aux Sims, même si nous, on les faisait surtout nager dans la piscine avant de supprimer l'échelle pour qu'ils s'y noient. Ouais, me faites pas les innocents, on l'a tous fait. Le truc, c'est que pour vous et moi, en tout cas si tout se passe bien, on n'entend pas des voix dans nos têtes qui nous ordonnent de faire des machins ou de brûler des trucs. Ce qui nous laisse donc deux possibilités. L'une qui correspond à ce qu'on observe, qui est qu'on ne reçoit pas d'ordre, l'autre dont on ne peut pas prouver qu'elle est fausse, ce qui comme tout à l'heure ne veut pas dire qu'elle est vraie, qui est qu'on en reçoit bien, mais qu'ils nous sont suggérés façon Inception, de sorte qu'on puisse pas s'en rendre compte. Notez que dans ce second cas, il n'y aurait alors pas à s'inquiéter de l'importance de nos actions. Parce que si une force supérieure prend la peine de nous les faire faire, c'est bien qu'elles sont importantes, au moins pour elle. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Par contre, ça impliquerait qu'on serait pas vraiment libre, voire pas du tout. Quand j'évoque la possibilité que nos actions nous soient discrètement suggérées par une force supérieure, pas mal de gens font le rapprochement avec l'intuition et s'imaginent que ce serait le moyen par lequel elle nous dirigerait. Bon, on peut déjà remarquer que si c'était vrai, cette force supérieure serait quand même bien sadique vu le nombre de fois où notre intuition nous fout dans le mur. You're the wind beneath my brush! Mais aussi, comme j'avais expliqué à l'épisode 6, l'intuition c'est notre mode de raisonnement inconscient, par opposition à notre raison, qui elle est notre mode de raisonnement conscient. Or, fort heureusement, on peut toujours choisir de suivre notre raison plutôt que notre intuition. Donc si une force ne nous influence qu'à travers notre intuition, alors en réalité, elle nous laisse toujours libres de nos actions. On en revient alors au modèle interventionniste libre, dont j'ai déjà parlé, et sur lequel du coup je reviens pas. A contrario, quand je parle du modèle interventionniste non libre, ça suppose qu'une force supérieure ne nous laisse vraiment aucun choix. Et pour ça, il faut qu'elle dirige notre raison. Autrement dit, il faudrait vraiment nous imaginer piloter à distance à notre insu, un peu comme un personnage de jeu vidéo. À l'épisode précédent, je vous ai raconté mon premier accident de la route. Le lendemain, j'ai dû emmener ma voiture au garage, suite à quoi je suis allé m'acheter à manger dans une boulangerie à côté de ce même garage. Alors que je faisais la queue, tout à coup, je sens quelque chose me tirer en arrière.
Je résiste, et alors que je me retourne doucement pour voir ce que c'est, je réalise que c'est une dame âgée qui a perdu l'équilibre et qui s'est rattrapée à la ceinture de mon manteau. Heureusement pour elle, parce que sans ça, elle se serait éclatée au sol. Et sur le coup, j'ai eu un réflexe idiot. J'ai voulu penser qu'une force supérieure m'avait poussé à rouler trop vite sur la neige pour provoquer l'accident de la veille, de sorte que le lendemain je me trouve au bon endroit au bon moment pour que cette dame âgée ne se blesse pas. Et effectivement, c'est tentant de penser que ce truc-là est arrivé parce que une force invisible m'a poussé à rouler trop vite. Ça raconte une histoire dont je suis le héros. Sauf qu'en fait, c'est qu'une pure invention. La vérité, c'est que je roulais trop vite parce que je suis le roi des glands, et tant mieux si en conséquence je me retrouve plus tard au bon endroit au bon moment. Mais c'est qu'un coup de bol, j'ai rien fait pour, et j'ai pas à m'en attribuer le mérite. Qu'on soit clair, je dis pas ça pour le plaisir de m'auto-flageller, hein. Je mets juste en évidence qu'on a beau là aussi n'avoir aucune preuve qu'une force supérieure nous dicterait nos actions, pour autant, on peut vouloir croire que ça arrive parce que notre biais de préférence nous y pousse. S'imaginer qu'on décide pas réellement nos actes, ça nous permet de pas emporter la responsabilité quand on a déconné, et donc de ne pas s'embarrasser de culpabilité. Sauf qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que la culpabilité, c'est pas seulement un fardeau. C'est aussi un machin utile qui nous pousse à nous remettre en question, justement pour devenir meilleurs et ne plus déconner par la suite. Si on se contente d'ignorer notre culpabilité, le risque c'est d'arrêter de réfléchir aux choix qu'on fait et de continuer à faire n'importe quoi. Dans mon cas par exemple, je devrais être content de continuer à rouler n'importe comment, alors que ça me met en danger non seulement moi-même, mais aussi d'autres autour de moi qui ont rien demandé. C'est aussi pour ça que puisqu'on n'a aucune raison de penser qu'on est poussé à agir par une force invisible, alors il vaut mieux partir du principe que c'est pas le cas, et nous efforcer de décider nos actions le plus librement possible. D'autant qu'il y a déjà bien assez de trucs dont on a déjà parlé qui nous influencent réellement, pour le coup, comme nos émotions, nos biais cognitifs, nos préjugés, sans qu'on ait besoin en plus d'ajouter à ça des histoires de force imaginaire. On a envisagé que le futur serait écrit d'avance parce qu'une force supérieure interviendrait sur le hasard pour s'en assurer, et peut-être même aussi sur notre action. Envisageons maintenant que cette force supérieure n'intervienne pas du tout. Est-ce que, pour autant, on sortirait du cadre d'un futur écrit d'avance ? Toby est libre. Non. Imaginez un joueur de billard tellement doué qu'il serait capable, en cassant, d'envoyer chacune des boules exactement là où il les souhaite. De la même manière, en admettant que l'univers ait été créé par une force supérieure, on pourrait imaginer qu'elle l'ait dotée de lois physiques si précises qu'elle n'aurait même plus besoin d'intervenir par la suite pour que son intention s'accomplisse. Dans ce cas, le futur serait toujours écrit d'avance, car soumis à un déterminisme intentionnel. Cette hypothèse est d'ailleurs la plus cohérente avec l'idée d'une divinité parfaite et toute puissante telle que fantasmée par la plupart des religions. Puisque si une divinité est toute puissante, alors elle est capable de tout prévoir. Aussi, pourquoi créerait-elle un univers imparfait sur lequel il lui faudrait encore intervenir ? Mine de rien, intervenir, c'est corriger. On imagine toujours que le monde ait été créé par une force supérieure, mais cette fois, au lieu qu'elle ait tout prévu d'avance, elle l'aurait fait un peu comme moi quand je casse au billard, et encore quand je me loupe pas une fois sur deux, c'est-à-dire complètement au pif, et on verra bien ce que ça donne. Ce serait le cas par exemple si le monde était une simulation informatique que quelqu'un aurait codée comme ça par curiosité pour voir comment il évoluera. Est-ce que dans ce cas on échapperait au déterminisme ? Non, toujours pas. Même si on casse n'importe comment au billard, pour autant les boules ne font pas n'importe quoi. Elles sont toutes éjectées dans une direction et avec une vitesse déterminée par l'impact entre la boule blanche et la formation de départ, et à aucun moment il y en a une qui se dit non, finalement nique la logique, je vais plutôt aller par là. Nous, on a l'impression qu'elles partent au hasard dans tous les sens, parce que le jeu de collision est trop complexe pour qu'on en prédise le résultat. Mais ce résultat ne sort pas de nulle part. Il est causé par ce premier impact qui ne pouvait pas donner lieu à un résultat différent. De la même manière, même s'il n'y a pas eu d'intention précise au moment où le monde a été créé, ou encore même s'il a toujours existé sans le concours d'une force supérieure pour lui dicter une intention, ce qui arrive au monde reste déterminé par ses lois physiques. Le futur résulte donc toujours d'une succession de causes logiques, et l'univers resterait donc soumis à un déterminisme, mais cette fois-ci, accidentel. Je vais vous demander un gros effort, imaginez que je suis très bon au billard. Si bon, en fait, que je suis capable de casser en envoyant chacune des boules exactement là où je veux qu'elles soient. Seulement voilà, au moment où je casse, je ne vous dis pas si je vise ou si je tire au hasard. Dans ce cas, même si je fais un truc incroyablement badass, comme rentrer toutes les boules dans les trous, vous ne pourrez pas savoir si j'ai visé pour que ça arrive, ou si j'ai juste tiré au pif et eu un énorme coup de bol. C'est un coup de chance. Dans mon expérience, rien n'est jamais dû à la chance. Pire encore, imaginez qu'au moment de casser, je vous annonce que je vise, dans un but bien précis, mais je vous dis pas ce que c'est. Notamment, je vous dis pas si je m'intéresse au sort de toutes les boules, ou uniquement au sort de certaines en particulier.
Mettons que suite à mon coup, une boule arrive à un endroit bien précis, ou même rentre dans un trou. Vous serez incapable de dire si elle est arrivée là parce que c'est ce que j'ai voulu, ou si en fait je me fichais bien de ce qui arrivait à celle-ci, parce que je me concentrais sur d'autres boules. De la même manière, on peut pas savoir s'il y avait une intention lors de la création du monde. Et quand bien même il y en aurait une, le fait est qu'on la connaît pas. Donc même si par exemple on veut croire très fort que notre existence et notre avenir étaient la seule obsession d'une force supérieure créatrice, en réalité on ne peut pas exclure que notre existence et notre avenir ne soient pas le résultat d'une intention, mais d'un accident. Comme on l'a vu tout à l'heure, il n'existe pas de différence de notre point de vue entre un hasard intentionnel et un hasard accidentel, et de même, il n'existe pas de différence de notre point de vue entre un déterminisme accidentel et un déterminisme intentionnel. Et c'est pourquoi, dans la suite de cet épisode, je m'embêterai plus à faire la distinction et je parlerai juste de déterminisme tout court. Si tout ce qui arrive dans le monde est la conséquence logique de ces lois physiques. Bon, on a déjà vu que c'était le cas pour le hasard. Mais qu'en est-il de nos actions? Pour éclaircir ce point, il faut que je revienne un peu sur ce que c'est que faire un choix. Choice. The problem is choice. Notre vie est une suite de situations qu'on rencontre les unes après les autres. Notre analyse de ces situations nous amène à prendre des décisions qui elles-mêmes donnent lieu à notre action. Un peu comme dans un jeu de rôle sur table où il y a un MJ qui dit « Bah voilà, t'es dans une caverne, il y a 2 portes, une armoire et un lit, tu fais quoi ?» Et vous décidez ce que vous faites en fonction de ce que le MJ raconte. Cela étant dit, vous qui regardez cette vidéo par exemple, en partant du principe qu'on vous a pas attaché à une chaise avec des allumettes dans les yeux pour vous forcer à la visionner, est-ce que c'est vous qui avez voulu la regarder, ou est-ce que vous étiez en quelque sorte programmé pour vouloir la regarder? Les défenseurs de la thèse déterministe prétendent qu'on serait prédestiné à prendre les décisions qu'on prend, et qu'on ne pourrait en prendre aucune autre. Ils l'expliquent par tout un tas de causes logiques, comme la manière dont notre cerveau est biologiquement fichu, nos biais cognitifs, notre éducation, notre vécu, etc. Et selon eux, on ne serait pas vraiment libre de nos décisions, mais esclave de ces causes logiques qui nous contrôleraient complètement. As you adequately put, the problem is choice. But we already know what you are going to do, don't we? Already I can see the chain reaction. The chemical precursors that signal the onset of an emotion, designed specifically to overwhelm logic and reason. Au début de cette série, j'ai dit que pour que nos décisions aient de meilleures chances de nous rendre heureux, il faut les prendre au moyen de notre raison objective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit prendre conscience de tout ce qui influence et trompe notre jugement, comme notre biologie, nos biais cognitifs, notre éducation, notre vécu, etc., pour qu'au lieu de laisser ces choses-là nous mener par le bout du nez, on puisse librement prendre des décisions contraires à celles auxquelles elles nous poussent. J'admets donc qu'on est prédisposé à prendre certaines décisions plutôt que d'autres. Mais il y a une différence entre la prédisposition et la prédétermination. La prédisposition, en quelque sorte, c'est un courant qui nous porte dans une direction. Mais on peut nager contre le courant, et si on est assez fort, on peut même le remonter. Pour ça, bien sûr, il faut pas utiliser nos bras, mais notre raison objective. C'est grâce à elle qu'on échappe à la prédétermination, puisqu'elle nous permet de prendre des décisions indépendamment de ce que nous sommes. Autrement dit, notre raison objective est le moyen par lequel nous gagnons notre liberté. À ce stade de la discussion, les défenseurs de la thèse déterministe tentent généralement un argument de type Inception, qui consiste à dire que notre capacité à raisonner objectivement est elle-même la conséquence de nos prédispositions, et que, par conséquent, même le libre arbitre que la raison objective nous confère ne serait qu'une illusion. Mais ça m'a tout l'air d'une erreur de raisonnement. Dire qu'on est prédisposé à être doué de raison objective, au mieux ça implique qu'on n'a pas choisi d'être libre, mais pas que la manière dont on va se servir de notre liberté est écrite d'avance. C'est même complètement paradoxal. Imaginez, c'est comme si on disait que je vous avais réduit en esclavage parce que je vous ai donné le choix entre une glace cookies and cream et une glace macadamia nut brittle. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai pris ce que j'avais dans le congélo. Bref, en fin de compte, qu'on soit prédisposé à être doué de raison objective ne veut pas dire qu'on n'est pas libre, mais bien au contraire que, qu'on le veuille ou non, on est condamné à être libre. Avec bien sûr tout ce que ça implique pour nous de responsabilité. La liberté est la plus importante des lois naturelles. Le choix est libre, mais l'homme est ensuite esclave des conséquences. Peut-être, mais lui, c'était un vrai fils de pute. Suivez-moi.
Les défenseurs de la thèse déterministe me diront encore « Oui, mais au travers de chacun de tes choix, il y a bien un but que tu cherches à atteindre, qui du coup les détermine, et donc par conséquent tu es esclave. » Et c'est vrai, je l'ai même présenté à l'épisode 19 en disant que chacune de nos décisions devrait viser pour seul et unique but à terme, notre bonheur. Mais rappelez-vous, il vient d'où ce but? Il nous a pas été imposé. À l'époque, j'ai dit que puisque la vie n'a aucun sens ou objectif préétabli, alors c'est à nous de nous en choisir un. Et là, j'ai proposé de nous choisir pour but d'être heureux. Vous comprenez? Heureux, Je vous ai d'ailleurs pas encore précisément expliqué pourquoi, ça ce sera pour plus tard, mais sachez juste que j'aboutis à cette conclusion par un raisonnement logique, et que je juge cette conclusion évidente. Ce qui du coup soulève une dernière question. Si notre choix de poursuivre le bonheur provient d'une conclusion logique évidente, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas libre de se choisir un autre objectif? Et pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple simple. Imaginez que je vous donne accès à 2 boutons reliés à un distributeur. Si vous appuyez sur le premier, ça vous sort 50 €, comme ça, gratuitement. Si vous appuyez sur le second, par contre, ça vous sort 5000 €. Mais, bah rien en fait, tout aussi gratuitement. Promis, y a pas de piège. Je vous donne maintenant le droit de ne presser qu'un seul bouton. Sur lequel appuyez-vous? Vraisemblablement, beaucoup d'entre vous appuieraient sur le second bouton, parce que le choix est évident. Est-ce que pour autant, vous n'êtes pas libre d'appuyer sur le premier? Bien sûr que si. Je suis même sûr qu'en y réfléchissant bien, il y a 2-3 petits malins dans les commentaires qui proposeront de bonnes raisons d'appuyer sur le premier bouton. Donc de même si on juge évident de vouloir vivre heureux, on est toujours libre de se choisir n'importe quel autre but dans la vie. On peut donc pas dire qu'on en soit l'esclave. Un jour où vous vous baladez sur une plage, vous apercevez au loin un enfant qui se noie. Vous vous jetez à l'eau pour le sauver et vous y parvenez à temps. Conséquence de votre action, la vie de cet enfant se prolonge au lieu de s'arrêter, et ça tombe bien parce que c'était bien votre intention en décidant d'aller le sauver. Mais une vingtaine d'années plus tard, cet enfant devenu adulte prend le volant, perd le contrôle de son véhicule pour une raison quelconque, et pas de bol vous passiez par là, et il vous écrase. Ce qui bien sûr ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas sauvé cet enfant, mais ça vous pouviez pas le prévoir. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Les conséquences des conséquences des conséquences de nos actions sont infinies, elles deviennent donc très vite si complexes et indirectes qu'il ne nous est plus possible de les prédire. Mais comme on l'a vu, quand un truc est impossible à prédire, alors il devient partie intégrante de ce qu'on appelle le hasard. Et donc conclusion, nos actions changent le cours du hasard. Là vous me direz peut-être, oui merci Arthur, on était au courant, et alors? Et alors, puisqu'on vient de voir que notre raison objective nous rend libre de nos actions, et que donc nos actions ne sont pas écrites d'avance, bah puisque le hasard dépend directement de nos actions, alors le hasard non plus n'est pas écrit d'avance. Et si ni le hasard ni nos actions ne sont écrits d'avance, alors le futur non plus n'est pas écrit d'avance. Jeu, set et match. Le déterminisme peut aller se rhabiller. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous. La thèse déterministe porte en elle l'idée que si on se comporte de telle ou telle manière, c'est parce qu'on est né comme ça. Si on agit comme un lâche, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on est né lâche. Si on agit comme un égoïste, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on est né égoïste. Est-ce ma faute si notre Père a fait les hommes moins puissants que Lucifer? Et ça, c'est un discours qui me désole. Se croire esclave de ce qu'on est alors même qu'on est doué de raison objective, c'est comme s'enfermer dans une cellule alors même qu'on a la clé dans la poche. Alors pourquoi on le fait? Bah y a 2 raisons. La première, c'est qu'on ne nous éduque pas à faire preuve de raison objective. D'accord, les matières scientifiques comme les maths ou la physique nous y forment, mais très indirectement, et d'ailleurs beaucoup d'élèves n'y voient pas l'intérêt. Combien d'entre eux se demandent à quoi bien pourra leur servir dans la vie de savoir calculer le cosinus d'un angle? Et autant j'ai eu la chance que mes parents m'apprennent ce genre de choses, autant la première fois qu'un cours m'a vraiment sensibilisé à mes biais cognitifs, j'étais en MBA, soit dans ma 6e année post-bac. Alors que sérieusement, un collégien est capable de comprendre ces trucs-là. Seulement, voilà, la majorité des adultes n'étant pas assez formés à l'esprit critique, eux-mêmes sont incapables de le transmettre. On peut éventuellement aussi suspecter un bout de volonté de nos dirigeants, qui craignent qu'en affûtant trop notre esprit critique, on deviendrait trop vite capable de griller les arguments bidons qui nous balancent H24 sur les plateaux télé. Et puisqu'on parle des médias, faut pas non plus compter sur eux pour rattraper le tir, parce que, c'est pas assez vendeur. Bref, et la deuxième raison pour laquelle on sert pas assez de notre raison objective, c'est que ça demande des efforts et de la discipline. Or, on peut être assez feignasse dans notre genre. Mais là, on a tout intérêt à se bouger le cul, parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ne pas nous servir de notre raison objective, c'est laisser ce qu'on est nous dicter nos actions. Mais si on se rend capable de remettre ce qu'on est en question et de se dépasser, alors ce sont les actions qu'on décide qui, à leur tour, redéfinissent qui on est.
Autrement dit, en faisant usage de notre raison objective, on gagne le droit non plus de subir qui on est, mais de choisir qui on est. Et c'est de cette manière qu'on devient non plus esclave de nous-mêmes, mais maître de nous-mêmes, et par conséquent de notre destin. You will be who you will be. We have our choices. We can choose to lead humanity away from this darkness. Bon bah voilà, maintenant qu'on a clarifié que le futur n'est pas écrit d'avance, on va peut-être enfin pouvoir reprendre le déroulement normal de ce chapitre. Bah oui, parce que je rappelle qu'à la base, le sujet c'était comment appréhender notre fortune de sorte qu'elle contribue à notre bonheur. On a un poil dévié. Bref, là tout de suite, on va quand même faire une petite pause pour digérer un peu tout ça, mais on reprendra ça tranquillement, bien entendu au prochain épisode. Oh, c'en est enfin fini de ce double épisode 41. Wow, c'était un sacré morceau et le sujet était loin d'être simple, mais j'espère que malgré ça, il vous a plu. Alors promis, je suis pas en train de faire une Antoine Daniel. C'est juste que ce sujet m'a demandé beaucoup plus de réflexion et de travail que d'habitude, notamment parce que je l'avais pas du tout traité dans le bouquin original, et donc j'ai dû repartir de zéro. Donc vous inquiétez pas, on reprend le rythme normal des épisodes, et ça ira beaucoup plus vite pour les suivants. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires, comme d'habitude je vous invite aussi à liker, clocher, vous abonner ou partager cet épisode pour soutenir la chaîne. Si vous souhaitez contribuer à financer mon travail ici, vous en avez toujours la possibilité grâce à ma page Tipeee. Et petite nouveauté YouTube, vous en avez maintenant aussi la possibilité grâce au bouton merci, que je ne peux que vous encourager à tester. Et puisqu'il est question de merci, les miens vont naturellement à mes généreux contributeurs dont les noms s'affichent maintenant à l'écran. Je vous envoie plein de gros bisous. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.